Bonsoir à tous. Merci à Cédric, Jean-Yves, Solange que j'aperçois. Enfin, j'aperçois surtout Solange et Cédric, mais Jean-Yves, nous avons le son, mais pas l'image, à regret. Merci aux participants à ce premier webinaire de la campagne d'être là à nos côtés, de l'autre côté de l'écran, même si tout ça reste globalement quand même assez frustrant. Un thème très intéressant ce soir, droit de la défense et exposition médiatique des avocats. Nous aurions pu aussi l'appeler respect de la déontologie et intervention des avocats dans les médias. Les enjeux en présence sont d'une actualité absolument criante puisqu'ils concernent toutes les matières du droit. Il existe des dossiers médiatiques dans absolument tous les domaines. On le voit dans des dossiers, par exemple, de droit de la santé, Big Pharma, on le voit en droit de l'environnement, on le voit évidemment et plus naturellement encore en droit de la presse, on le voit aussi en droit patrimonial de la famille. On sait à quels échanges ont donné lieu, par exemple, la succession de Johnny Hallyday. Et se pose donc dans ce contexte hyper médiatisé la question de savoir comment défendre son client exposé au plan médiatique. Dans quelle mesure un avocat peut-il s'exprimer dans les médias à propos de la défense de l'un de ses clients? On met à ce stade de côté ceux qui parlent de dossiers qui ne sont pas les leurs, c'est encore un autre sujet. Jusqu'où un avocat peut-il aller dans la défense de son client? Est-ce qu'il doit se limiter à être la voix de son client, c'est-à-dire faire par exemple un bref commentaire quand il sort d'une audience, ou est-ce qu'il doit aller au-delà de la voix de son client? Est-ce qu'il doit s'exprimer sur la stratégie de défense mise en place avec des éléments du dossier? Cela pose évidemment tout un tas de questions sur le plan déontologique. Quelles sont donc en effet les questions déontologiques en présence? On a des problématiques de secret professionnel, des problématiques liées à nos principes essentiels de modération, de courtoisie, d'honneur, j'oserais même dire. Dernier point, la question est celle aussi de savoir de quels médias on parle. Naturellement, il y a ceux que nous connaissons, les médias traditionnels, les journaux télévisés, la presse écrite, les chaînes d'infos en continu, mais nous savons aussi que beaucoup de choses se font aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Nous voyons quelques-uns de nos confrères un peu connus qui se font assez vite remarquer en plaidant les dossiers, en replaidant les dossiers de leurs clients sur Twitter. Comment l'ordre peut-il se positionner effectivement par rapport à ça? Tous ces éléments sont évidemment à mettre en lumière avec un phénomène de mise en lumière, c'est le cas de le dire, d'un certain nombre d'avocats pour eux-mêmes et non plus pour leur dossier. Des avocats qui se font interviewer, des avocats dont on tire le portrait, des avocats qui se font classer dans diverses publications, un certain nombre de podcasts également. Tout ça contribue en quelque sorte à une forme de starification, si l'on peut dire, des avocats, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de difficultés sur le plan déontologique. Voilà tous les thèmes que nos intervenants, cher Jean-Yves Le Borgne, cher Cédric Labrousse, cher Solange Doumy, ont accepté de traiter avec nous, avec vous ce soir. Et je laisse donc la parole à Vincent pour un mot également. Merci beaucoup, merci à toutes et tous d'être présents sur ce webinaire. Et sans plus attendre, je vais céder la parole, comme prévu, Nick Labrousse, à Solange Doumy, Solange, Cédric ou à Solange. Et pour une première intervention. Moi, je croyais que voilà, c'est toi. On ne t'entend pas, Solange. Voilà. Est-ce que là, on m'entend? Oui. Bon. Je croyais que c'était j'ai un gros bruit de fond. Ça va, pardon. Ça va? Quand je parle, tout va bien? Bon. Pardon Vincent pour cette question. Est-ce que j'avais compris que c'était Jean-Yves qui allait commencer par bien parler du sujet. Est-ce que je commence ou je me présente simplement moi? Oui, ah pardon, oui, c'est Jean-Yves. C'est Jean-Yves, d'accord. Ah, donc, eh bien, donc on a un problème, c'est qu'on ne le voit pas, Jean-Yves. Est-ce que vous m'entendez à tout le moins?
Bon, ben c'est déjà ça. Alors je me lance là. Bon, en réalité, c'est un sujet qui est tout particulièrement important parce qu'il correspond à une modification de la situation judiciaire dans notre monde, en ce sens qu'il y a dans la plupart des procès qui défraient la chronique une double voie, d'un côté la voie strictement judiciaire et de l'autre la voie médiatique. Et pour un certain nombre de nos clients, je dirais que l'opinion publique est plus importante que la décision judiciaire, même si cette classification peut paraître plus ou moins excessive. Alors, le fait de s'exprimer dans les médias dépend d'abord d'un accord premier qu'il faut prendre avec le client. Sera-ce lui qui s'exprimera ou demandera-t-il à son avocat de prendre la parole? Donc, je pense que l'essentiel d'un point de vue déontologique, c'est que lorsque l'avocat s'exprime devant un micro ou une caméra, ou les deux, il le sache et il ne perd jamais de vue qu'il le fait dans le cadre de la défense de son client, qu'il ne peut pas dire ce que celui-ci désapprouverait, et qu'il est aussi bien dans ces circonstances médiatiques qu'à la barre d'un tribunal, dans une position de porte-parole. Alors, bien évidemment, l'avocat est un porte-parole, je dirais, ambigu, en ce sens qu'il dit certes ce que son client admet qu'il dise, mais il s'abstient souvent aussi de dire ce que son client voudrait qu'il dise et qui ne lui paraît pas nécessairement opportun. De telle sorte qu'il faut établir un équilibre. Et puis, il y a aussi des circonstances où le client est loin, où le client ne peut pas s'exprimer, où la concertation avec lui à titre préalable, la préparation au médiatique est à peu près impossible ou en tout cas très difficile. Ben là, il faut apprécier l'opportunité des choses et pourquoi ne pas parler de la stratégie de défense. Alors, j'entendais, j'allais dire Madame le bâtonnier, mais ce n'est qu'une anticipation, nous dire il y a un instant qu'il y avait un certain nombre de limites à cette expression, notamment le secret professionnel. Mais l'une des caractéristiques de la plaidoirie, et quelque part l'intervention médiatique est une forme de plaidoirie, c'est précisément de s'affranchir du secret et de dire ce que l'on estime pouvoir et même devoir être dit en faveur du client. Alors l'essentiel évidemment après est de maîtriser son discours, mais le maîtriser devant un micro, le maîtriser devant une cour, c'est la même chose. Bien entendu qu'il faut essayer de rester dans la modération, dans la courtoisie, dans le fait aussi parfois qu'il faut savoir un petit peu élever le ton lorsqu'on a un journaliste qui rêve depuis sa tendre enfance sans savoir d'être procureur, et qu'il faut un petit peu lui expliquer qu'il n'y a pas que la culpabilité, même si c'est une bonne matière médiatique dans la vie, qu'il peut aussi y avoir des innocences. Voilà l'ensemble des choses. Alors, quant aux réseaux sociaux, parce que Julie Couturier a raison de dire qu'il y a deux types de médias, les réseaux sociaux et je dirais les grands médias traditionnels. Les réseaux sociaux me paraissent extraordinairement dangereux, en ce sens que beaucoup se sentent dans les réseaux sociaux comme s'ils étaient avec un ou deux amis au bistrot du coin. Or, les réseaux sociaux, c'est du médiatique, c'est du public, et on ne peut pas dire sur ces réseaux sociaux ce que l'on ne dirait pas devant une caméra de télévision, par exemple. Or, l'expression parfois lapidaire, extrêmement ramassée devant ces réseaux sociaux fait que ce qui est trop synthétique est parfois inopportun. Bref, il y a, je dirais, une maîtrise qui n'a rien d'extraordinaire, qui est faite de bon sens et qui fait qu'on ne doit pas compromettre son client et qu'il ne faut pas non plus donner le sentiment aux juges qu'ils sont devenus des accessoires assez secondaires dans la poursuite qui est exercée, qu'elle soit pénale ou d'une toute autre nature, puisque c'est un peu la même chose. Je crois que l'appel au bon sens, aidé de nos principes essentiels, fait que ça n'est pas difficile
Mais le bon sens est-il vraiment la chose du monde la mieux partagée? Merci beaucoup, cher Jean-Yves, pour ton intervention. On m'entend ou pas? Oui, merci beaucoup, cher Jean-Yves, pour ton intervention. Solange. Camille, ton micro. Merci Jean-Yves. Évidemment, on ne peut être qu'être d'accord avec toi. Et je trouve que nous sommes confrontés dans nos affaires dites médiatiques, celles donc où il y a une pression de communication autour de nous, au fait que, avec l'accélération de la communication que tu mettais en valeur par les réseaux sociaux, on a eu un changement autour de nous de ce qu'on pourrait appeler une stratégie de communication. Quand j'ai parlé pour la première fois dans une radio, c'était il y a très longtemps pour les jeunes confrères, mais en fait pas si longtemps, c'était en 1996. Et j'ai été demander l'autorisation au bâtonnier d'intervenir dans cette radio. Et donc j'ai été à l'ordre, j'ai vu le secrétaire général qui a écrit sur un très gros registre, il y avait une colonne, le nom de l'avocat, le nom de l'émission, et il m'a donné l'autorisation. Il m'a dit aussi que c'était très gentil de venir, que je respectais très bien la déontologie, mais que ce n'était pas complètement indispensable, qu'on commençait à le faire de moins en moins. Mais enfin, j'ai pu respecter une procédure parfaitement rodée. Aujourd'hui, je crois que ça viendrait aider personne. Je ne sais même pas si c'est possible encore de... Enfin, pour les affaires graves ou pour faire quelque chose de grave, on doit pouvoir demander au bâtonnier, mais sinon, demander l'autorisation d'envoyer un tweet, ça paraîtrait complètement déplacé. Donc, il y a une évolution très forte de la manière dont nous pouvons communiquer. Avec toujours cette même chose que tu soulignais, Jean-Yves, le fait que nous intervenons pour nos clients, et que ce soit dans le prétoire ou hors du prétoire, de manière judiciaire ou face aux journalistes, la seule question qu'on doit se poser est « est-ce que cela sert mon client ?» Or, ce n'est pas toujours simple. Quand il y a une pression autour très forte, qu'on finit parfois par être mélangé à l'intérêt du client, ou parfois qu'on dit « mais ça n'a aucune importance, il est lynché, mais c'est pas grave ». Et en fait, c'est vrai, ce n'est pas si grave, puisque c'est le juge qui va juger, il va être détaché de cette pression, le juge. Oui, mais en sera-t-il toujours détaché? Est-ce que ce qu'on aura dit dans les médias n'aura pas permis par ricochet d'apaiser une tension qui, du coup, permet au juge d'être plus libre? Moi, je pense que quand on intervient, c'est ce qu'on espère. Moi, j'ai eu plusieurs expériences comme ça. Une affaire très médiatique avec ma cliente qui est extrêmement chargée, qui sort de garde à vue, et là, après la mise en examen, énorme rang de caméras devant le pôle financier, et j'hésite, et elle hésite à ou parler devant les caméras, soit elle, soit moi, soit les deux, ou ne rien dire, parce qu'elle était quand même au cœur du dispositif. Après avoir bien posé les choses, nous avons décidé qu'elle partirait par la petite porte dérobée qui donne sur le côté, elle s'engouffrerait dans la voiture de son mari, et moi je sortirais pour faire simplement une déclaration. Et en fait, après, pendant une semaine seulement, j'ai eu à répondre à des journalistes à peu près tout le temps, juste sur le fait qu'elle était innocente, qu'elle était mise en examen, c'était normal, c'était une décharge, et voilà, que c'était mon discours, j'expliquais pourquoi, et j'avais raison, parce qu'elle l'est, elle devrait bientôt la relaxe. Donc, pendant une semaine, j'ai fait ça, et en fait, ça a beaucoup servi. Elle avait fait l'objet d'articles avant même sa garde à vue, d'articles insultants, et puis les choses se sont dégonflées, on s'est tourné vers d'autres qu'elle. Et ça a eu un autre effet, alors un effet ça paraît tellement dérisoire par rapport au nombre de gens qui sont informés dans un cas pareil, mais un effet surtout moral. Et en fait, le moral du client, quand on défend quelqu'un, c'est aussi extrêmement important parce qu'on le défend pour qu'il soit jugé de manière juste, et quand même aussi pour qu'il se sente soutenu, pas pour qu'il soit seul jeté en pâture. Or, elle était complètement anéantie par ce qu'on disait d'elle, elle avait un sentiment très, très lourd. Et puis, tous ses copains lui disaient changer d'avocat en plus, elle avait un avocat qui n'était pas suffisamment connu, qu'il fallait qu'elle prenne un homme. Bon. Et elle est sortie de garde à vue, je me suis exprimée, et là, tout d'un coup, vent contraire.
ses copains qui lui disent ah non, bah c'est vrai, c'est bien, t'es un bon avocat, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir, on voit que t'es innocente, il n'y a pas de souci. Bon, bah, c'est quand même un gros soutien. Et du coup, elle était beaucoup plus sereine pour répondre aux questions des juges. Après, j'ai plus répondu du tout à rien pendant le cours de l'instruction parce que après ce premier cap, j'ai trouvé que ça allait et que c'était plus la peine et puis que j'avais pas du tout envie de dire des choses. C'est un dossier assez épineux. Mais quand elle était devant le juge, elle était beaucoup plus sereine et forte parce qu'elle avait senti que ce qu'elle disait pouvait aussi avoir un écho positif, une sorte de deuxième effet. Donc là, j'ai trouvé que c'était utile. Maintenant, moi, je me méfie beaucoup de toutes les discussions pendant le cours de l'instruction qu'on peut avoir avec des journalistes. Je pense qu'il faut souvent en dire le moins possible. Je pense que quand on parle à un journaliste, eh bien, évidemment, tout le monde est informé, tous les interlocuteurs qu'on a dans le cadre du dossier, et que c'est aussi très dangereux. Je me méfie aussi de la communication sur les réseaux sociaux. J'admire beaucoup certains confrères qui le font avec une dextérité formidable. Moi, je me sens assez maladroite, donc du coup, je m'abstiens. Je pense que si on sait le faire et qu'on le fait bien, ça peut être très utile. Mais après, on peut aussi ne pas avoir tous les talents et quelquefois rester dans son dossier sans que ce soit quelque chose qui soit nuisible pour le client. Et encore une fois, quand on ne pense que à l'intérêt du client, qu'on peut se faire aussi conseiller par d'autres confrères autour. Enfin, on peut être plusieurs, on peut avoir nos collaborateurs, des équipes. Moi, je crois beaucoup au travail en équipe. Voilà, je trouve que parfois le silence est la meilleure chose à avoir. Jean-Yves veut rebondir avant de passer la parole à Cédric. Il nous entend, Jean-Yves ? Merci beaucoup, Solange. Oui, Vincent demandait si Jean-Yves voulait rebondir avant qu'on passe la parole à Cédric. Non, moi je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit Solange. Comme d'habitude, ça fait 25 ans qu'on est d'accord sur tout. Avec Solange, il n'y a pas de raison que ça change brutalement en fonction du rapport de l'avocat aux médias. Non, la vraie question, au fond, elle est toute simple. Hein. Et pour moi, il y a un credo fondamental de l'avocat. Il doit servir son client. Alors, bien entendu, il peut le faire bien ou mal selon ses compétences personnelles, selon son inspiration du moment. Mais l'idée, c'est que c'est ça qui doit primer. Quand on parle, on ne parle pas à propos d'un dossier, à propos d'un client. On ne parle pas pour faire un show personnel et pour s'attirer les lumières des médias. On parle pour servir un client. Et ça, c'est essentiel. Je me souviens, il y a quelques années, je défendais un ministre il était en exercice encore, il avait décidé que la communication qu'il était bien obligé de faire, c'est moi qui la ferais. Et avant que je descende dans la cour où les journalistes étaient groupés, ils étaient assez nombreux, il faisait beau, c'était déjà presque l'été, il me saisit par le bras, il me dit « Bon, vous faites comme vous le sentez, mais n'oubliez pas, c'est mon avenir que vous avez entre vos mains. » Et si vous voulez, je lui dis en riant ou presque, c'est bien de ne pas mettre la pression et de me rendre tout à fait décontracté, mais en réalité, je crois que cette pression-là, cette condition-là, cette référence-là, c'est celle qu'on doit avoir en permanence nous-mêmes, sans qu'on ait besoin de nous le dire. Quand nous parlons d'un dossier, quand nous parlons d'un client, nous ne sommes que son avocat, il faut l'être jusqu'au bout. Merci beaucoup, Jean-Yves. J'ai trouvé la transition idéale entre liberté d'expression et liberté de défense pour donner la parole à Cédric. Cédric, tu as la parole. Oui, merci beaucoup. C'est un sujet très intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'en ai d'ailleurs beaucoup discuté de ce point-là avec Vincent. C'est un sujet qui est très, très intéressant parce que il implique beaucoup de questions de la part de l'avocat. Il y a la question du pouvoir, il y a la question du devoir, il y a la question de la capacité. D'abord, le devoir. Quel est le devoir de l'avocat? Il a des devoirs déontologiques, le respect du secret professionnel, le respect du secret de l'instruction,
On va quand même indiquer que si l'avocat viole ces règles, il encourt sa responsabilité personnelle. Alors, il peut évidemment toujours soutenir qu'il est dans l'exercice des droits de la défense, mais c'est toujours une situation très désagréable. Et puis, il y a le devoir vis-à-vis de son client, qui est de le défendre. Et ce devoir apparaît quand une affaire est médiatisée et quand la presse, l'opinion publique, attend une réponse. Mais c'est un exercice extrêmement périlleux et difficile parce que tous ceux qui l'ont expérimenté, en tout cas moi c'est mon cas, savent que le langage judiciaire et le langage médiatique ne sont pas du tout les mêmes en réalité. Bien souvent, le journaliste attend des réponses très simples, très brèves, très raccourcies, voire le scoop, et l'avocat, lui, n'est pas dans cette capacité parce que la situation est complexe, le dossier est compliqué, et donc, au fond, c'est tout un art que de savoir s'exprimer lorsqu'un journaliste vous interroge, un art d'autant plus complexe qu'il faut jongler avec ses impératifs déontologiques. Et on peut aussi très rapidement, voulant bien faire, arriver à une véritable catastrophe, si j'ose dire, si la parole que l'on porte eh bien, est mal comprise par l'opinion publique, ramassée, raccourcie. Vous avez par exemple, il y a plusieurs situations, mais vous avez par exemple la situation classique du journaliste qui a votre téléphone, et vous ne savez pas très bien comment d'ailleurs, mais bon, il a votre téléphone, il vous appelle et vous demande en 3 mots une information. Est-ce que vous confirmez que? Est-ce que vous infirmez que? Bon, là, c'est une situation très difficile. Est-ce qu'on répond? On ne répond pas. Si on répond, comment ça va être interprété? Quelle est l'utilité? Bon, après, il y a une autre situation, c'est celle où effectivement vous avez un parterre de caméras qui vous attendent à la sortie d'une garde à vue, d'une audition ou que sais-je. Et là, vous êtes en cours d'enquête et d'instruction, vous avez le problème du secret de l'enquête, le problème du secret d'instruction. Et puis là, quoi dire? Bon, alors en général, on vous pose une question, et ce qui est conseillé, c'est de ne pas répondre à la question, mais de ramasser les choses de façon extrêmement synthétique pour qu'il y ait une phrase de défense, mais pas plus. Est-ce que c'est ensuite une expression écrite? C'est beaucoup plus rare que de le faire dans un journal ou autre. Bref, c'est un exercice très, très particulier et qui, je dois le dire, même si Solange, vous nous avez rappelé un de succès et qui doit être souligné, il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais en termes de résultats, et je m'interroge sur l'efficacité réelle de l'expression de l'avocat pour la défense d'une personne. Je m'explique. Le sentiment que j'ai, c'est que finalement, lorsqu'il y a une déferlante médiatique, au fond, tant que c'est possible, la meilleure arme, c'est le droit au silence médiatique. Parce que finalement, plus on s'exprime, plus on s'enfonce, et lorsque la presse a décidé que la situation était inacceptable, j'ai le sentiment que c'est extrêmement difficile de remonter la pente. Il y a d'ailleurs des tas de professionnels qui travaillent sur ces sujets. Vous avez des professionnels de la communication, il y a même des journalistes qui proposent des séances de coaching pour essayer de s'exprimer dans ce genre de situation qu'on appelle la communication de crise. Bref, ce sont des situations extrêmement délicates. Et au fond, mon expérience, mais ce n'est que la mienne, c'est que là où la presse est très utile, c'est quand il y a une situation qui est humainement et moralement extrêmement choquante et qu'il faut alerter la presse sur une situation. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, on est soutenu, on peut essayer d'avoir l'opinion publique avec soi. En revanche, la situation inverse me paraît toujours très problématique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement ne rien dire, mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus être trop optimiste sur le poids de sa parole en tant qu'avocat au sein des médias, et qu'il faut évidemment rester très modeste à cet égard, me semble-t-il, parce que ça n'a pas l'impact, il me semble, que cela devrait avoir. Et au fond, là où on a le plus de possibilités d'obtenir un résultat, reste quand même dans une enceinte judiciaire.
C'est là? Oui. Alors, merci beaucoup, Cédric. Avant de demander à Solange et à Jean-Yves de rebondir et puis de permettre aux uns et aux autres de nous envoyer des messages, merci à celles et ceux qui nous écoutent. Webinaire. Donc, on peut résumer ce que vous dites de manière assez simple, mais aussi avec un aspect dramatique. Cédric, tu nous dis qu'il existe un silence, un droit au silence médiatique. Un droit au silence médiatique. C'est très important parce que je reconnais que le réflexe de certains de nos confrères, et qui me concerne aussi d'ailleurs, c'est peut-être à un moment donné de vouloir s'exprimer donnée. Moi, j'ai constaté qu'en sortant de certaines instructions, dans certains dossiers médiatiques, il y avait du côté de l'avocat une contrainte à l'exposition. Lorsque nous sommes devant les justices, le tribunal judiciaire, et que vous avez une trentaine, une quarantaine de journalistes qui vous attendent, dans les micros, que faire? Il faut avoir le réflexe, donc, de ce silence, de voir ce fait que nous avons déjà fait, c'est d'être entendre, en disant que nous n'avons rien à dire, sinon à rappeler qu'il y avait un secret de l'instruction, et surtout du côté des avocats, un secret professionnel à l'occasion. Il y a aussi la nécessité, comme Cédric l'a rappelé, qui se lance aussi, Jean-Yves, donc la nécessité de la défense. L'intérêt du client peut-il commander une prise de parole au mépris du secret professionnel dont nul ne peut nous relever, sauf le client qui souhaiterait qu'on s'exprime. En fait, non, le client ne peut pas nous relever, mais sa défense peut-être. L'intérêt de sa défense, les impératifs de sa défense. La jurisprudence de la CEDH, c'est en ce sens, il y a deux arrêts majeurs, l'arrêt mort et puis l'arrêt Maurice. Et l'arrêt mort, qui est une hypothèse qui est très simple, une avocate sort d'une audience de la chambre de l'instruction et souhaite s'expliquer sur un rapport d'expertise. Elle est ensuite l'objet, elle le fait, dans l'intérêt de la défense de ses clients partie civile. Et puis, elle est ensuite l'objet de poursuite. Elle est retenue dans les liens de la prévention du chef de libération du secret par le tribunal, la cour, laquelle rejette, et puis elle séduit la CEDH. Je tiens à rappeler quand même que les avocats ont aussi droit à la liberté d'expression, donc le prolongement de la liberté de défendre, c'est bien normal, il occupe une place centrale dans l'administration de la justice, la liberté d'expression, leur liberté de s'exprimer, étant conçue comme une garantie de leur indépendance et à laquelle nul ne peut attenter, si bien que l'ingérence dans cette liberté d'expression, dans la liberté de défendre, doit être strictement encadrée. Alors, c'est-à-dire que les propos, à partir du moment où les propos reposent sur une base factuelle suffisante, je suis en droit, au mépris du secret d'instruction que nous ne sommes pas tenus, mais et du secret professionnel à l'occasion d'instruction que nous sommes tenus, m'exprimer comme je l'entends dans l'intérêt bien compris. L'arrêt Maurice va plus loin, en rappelant, et d'ailleurs la commission dégagée avant l'arrêt Maurice, mais qu'il appartient aux avocats de défendre leurs clients avec zèle, même si l'hypothèse franchie dans l'affaire Maurice ne concerne pas une défense à l'audience ou en dehors de l'audience, mais la publication d'un article, en l'occurrence dans le journal Le Monde, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est encore un autre cas de liberté d'expression, d'exposition médiatique. Voilà ce que je tenais à rappeler. Donc, nous sommes, et c'est très important, pour la défense de la liberté d'expression de l'avocat, et les règles sont aujourd'hui fixées par la CEDH, qui serait bon qu'en droit interne, les juges en prennent conscience de manière assez débridée. Voilà. Force à la liberté d'expression, force au droit. Oui, veux-tu rebondir? Et j'ai un autre point, je ne te vois pas, j'aime te voir, mais j'aime t'entendre aussi. Donc, si tu veux rebondir avec cela, Cédric, pour donner la parole à nos amis qui nous écoutent. Jean-Yves, tu nous entends? Oui, moi j'ai une caractéristique, c'est que non seulement on ne me voit pas, mais je vous entends à peine, je n'ai pratiquement rien compris de ce que Vincent a dit, et je me suis accroché à un micro défaillant pour deviner les propos de Cédric. J'en ai retenu l'idée
et que il disait, pardon Cédric, si ce n'est pas tout à fait ça, ça ne sera pas de la malveillance de ma part, c'est la trahison technique qu'il faut accuser, que de temps en temps, le silence pouvait opportunément l'emporter sur la parole. Oui et non, en ce sens que nous sommes dans un monde où, dès qu'arrive une affaire judiciaire à quelque stade qu'elle soit, qui passionne l'opinion, il y a un débordement de propos médiatiques et que le simple fait, lorsque l'on est l'avocat de la défense, de ne rien dire, va assez rapidement conduire à la conclusion qu'on n'a peut-être rien à dire et qu'au fond, la malheureuse personne aux côtés de laquelle on se trouve est dans un cas si désespéré qu'on préfère dire qu'on s'exprimera plus tard ou qu'il y a je ne sais quel secret qui nous en empêche. Donc je crois qu'il faut au contraire participer, je dirais, nécessairement à ce dialogue médiatique. On ne peut pas y échapper. Nous n'avons pas le choix de dire si une affaire est médiatique ou pas. On a tous eu dans notre carrière des exemples un peu de surprise où une affaire dont on pensait qu'elle passionnerait l'opinion finit par ne plus l'intéresser du tout, tandis qu'une autre qui ne semble pas mériter qu'on s'y arrête outre mesure va tout à coup convoquer des nuées de journalistes. Et il faudra bien faire entendre la défense. Là où peut-être le silence, l'exclusion, je dirais, du dialogue médiatique peut avoir un sens, c'est quand, au fond, la personne concernée se moque complètement de l'opinion publique. Mais c'est assez rare, parce que dans l'opinion publique, il y a, je dirais, ce nuage menaçant de la culpabilité évidente. Et il y a aussi cette préférence des journalistes pour la culpabilité. Ils aiment ce qui fait scandale. Au fond, ce qui fait scandale, c'est le meurtre. C'est la culpabilité de l'homme respectable. Ce n'est pas son innocence. Ce n'est pas l'erreur qui consiste à le poursuivre ou à enquêter sur quelque chose qu'il n'a pas fait. Et si, d'entrée de jeu, on n'oppose pas à ce mouvement d'accusation forte qui fait la valeur de l'attrait médiatique, si on n'oppose pas un propos de défense, on laisse s'installer dans l'opinion cet opprobre qui ne quittera plus jamais la personne que l'on défend. On sait tous à quel point l'accusation est une nouvelle tonitruante et à quel point le non-lieu, 5 ans après, quand c'est pas plus long encore, le non-lieu n'intéresse plus personne. Au fond, l'innocence, c'est la banalité. Seule la culpabilité intéresse l'opinion. On aime le sang dans les journaux, on aime la culpabilité, on aime la noirceur morale. Et si nous ne trouvons pas le mot qu'il faut pour s'y opposer tout de suite, on laisse s'installer ce soupçon. J'ai un certain nombre de clients qui ont été mis hors de cause au bout d'un certain nombre d'années, demeurent dans la presse, et notamment sur Google, par exemple, un certain nombre d'évocations de cette affaire. Mais personne ne s'intéresse le moins du monde au non-lieu ou à la relaxe qu'ils ont eu au fil de la procédure. Mais tout le monde va voir sur Google, car ce qui est croustillant, c'est ce qui accuse. Il y a une sorte de goût malsain dans l'opinion qui consiste à aimer et à attendre la déchéance d'un être. Et défendre dans les médias, c'est une manière de s'opposer, en tout cas à titre immédiat, à cette déchéance. Oui, Jean-Yves et chers tous, merci beaucoup pour ces mots qui, par anticipation, répondent
à une question qui nous est posée sur le chat par notre confrère de Kinshasa et qui pose la question de la frontière entre le droit au silence médiatique et la liberté d'expression du client qui veut soigner son image dans l'opinion. Le prolongement de cette première question étant, ne pense-t-on pas que le droit au silence médiatique ne peut que pousser l'opinion ou les journalistes à la désinformation, intox ou aux rumeurs? C'est en réalité à cette question que tu viens de répondre, Jean-Yves, en disant qu'effectivement, dans certains cas, le fait de ne pas faire valoir son droit au silence et de s'exprimer est aussi une façon de défendre le client. Est-ce que Cédric ou Solange, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, moi je pense que de temps en temps, non seulement le droit à la défense médiatique, enfin le fait de parler est important pour, au moins pour qu'une voix se lève et qu'on sache qu'il va y avoir quelque chose à dire ou qu'il y a quelque chose à dire et qu'on ne laisse pas le client seul se faire lyncher, ce qui peut quand même entraîner une mesure dans les propos, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on révèle, mais que quelque chose soit dit pour lui. Mais de temps en temps, incontestablement, on peut aussi constater qu'il y a des défenses qui sont purement médiatiques et qui, alors que pourtant c'est pas souhaitable que ce soit devant les médias que le client se fasse défendre, mais qui conduisent à un grand succès. Je pense par exemple à Omar Haddad. Moi, j'ai tendance à penser que je m'incline devant la décision de la Cour d'assises qui a condamné Omar Haddad à 18 ans. Donc, a priori, j'ai pas de raison de penser qu'il était innocent. Et je dis bravo à Vergès qui a fait qu'il ne fasse que 7 ans de prison parce que grâce à la pression médiatique, il a pu faire l'objet d'une remise de peine. Pareil pour Jacqueline Sauvage, 10 ans de prison, une défense très médiatique et, je crois, 1 an et demi prononcé. On peut se dire là qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a été incontestablement joué dans les médias et qui n'a pas convaincu les juges. La décision de justice a été sévère, mais en revanche, l'efficacité de la décision de justice a été levée et puis on s'est retrouvé avec quelqu'un qui a fait beaucoup moins de prison que ce qu'il aurait fait sans la défense médiatique. Ça questionne quand même sur la manière dont on peut s'exprimer. Alors, moi, je suis d'accord. Oui, tu nous entends? Je suis tout à fait d'accord. Et en réalité, on veut dire la même chose. C'est-à-dire que c'est du cas par cas. Je crois qu'il y a des situations. Je partage tout à fait l'avis de Jean-Yves Le Borgne, qui est que on ne fuit pas le combat médiatique. C'est évident. Mais moi, je pense aussi à celles et ceux qui ne sont pas en première ligne du procès médiatique. Ceux dont les journalistes souhaiteraient que l'on s'y intéresse un peu plus. Eh bien, ceux-là peuvent être happés dans ce nuage médiatique, dans cet ouragan médiatique, alors que leur intérêt est tout au contraire de ne pas y participer. Et donc, c'est là où il faut aussi savoir jauger les choses et, en quelque sorte, opposer un droit au silence aussi face aux médias, c'est aussi cesser d'alimenter le média. Parce que, avec tout le respect qu'on doit aux journalistes, qui ont apporté énormément de choses, et ce sont évidemment un rouage essentiel dans la démocratie, mais n'oublions pas qu'ils ont aussi extrêmement besoin des avocats. Parce que c'est nous qui leur donnons la matière. Et parfois, il faut savoir se taire pour assécher la presse sur la situation de telle personne, parce que ce n'est pas elle qui est en première ligne, et que, au contraire, trop s'exprimer pour elle, c'est lui donner une importance qu'elle n'a pas, et l'importance que les journalistes aimeraient bien lui donner. Donc, pour moi, c'est une approche extrêmement pragmatique qu'il faut avoir, une approche prudente et une approche stratégique. Ouais. Je voudrais prendre la parole sur l'anthropologie. On a beaucoup parlé de déontologie, de liberté d'expression, mais parlons aussi de la possibilité de l'invocation d'une responsabilité pénale de l'avocat. Et généralement, la pression médiatique fait au sortir de la garde à vue. Donc, il y a une pression médiatique sur une personne sur laquelle pèsent des indices ou des raisons. Jean-Yves l'a excellemment rappelé tout à l'heure,
Donc, l'opinion publique, elle le filme, elle le sent, et je sors le garde à vue, je suis tenu à un secret professionnel absolu, sauf l'exercice de la défense, je fais des déclarations et je me situe moi-même avocat de la défense dans le collimateur du parquet qui décide de me poursuivre. Il y a un cas, donc un cas qui est très dans la région est de la France. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois privilégier à l'instant T l'intérêt du client, la liberté d'expression et développer la thèse que j'entends développer, ou au contraire, comme le dit Cédric, eh bien, me taire et invoquer ce droit de silence négatif vis-à-vis de l'opinion publique, compromettre par rapport à l'opinion publique les intérêts du client. Quelle est la meilleure solution? Se taire ou dire, au risque d'encourir une responsabilité pénale ou des poursuites pénales? Vincent, moi, j'ai pas entendu ce que tu dis parce que la qualité du son est très mauvaise chez moi. Donc, ce serait un miracle que je réponde à ta question. Mais je voulais simplement signaler à l'attention de tous que on a un phénomène virtuel encore, mais qui donne à cette question du rôle médiatique de l'avocat une acuité toute particulière. C'est le projet, qui n'est pas une nouveauté, mais que le garde des Sceaux a remis à l'actualité, de l'enregistrement audiovisuel et donc de la diffusion, dans des conditions qui resteront à préciser bien sûr, de nos procès. Car si aujourd'hui il y a une sorte de situation de commentaire d'une affaire judiciaire en dehors de cette affaire elle-même, c'est ça que nous appelons le rôle médiatique de l'avocat. Il y aura probablement demain, car même si l'enregistrement et la diffusion des procès fait l'objet d'un certain nombre de réticences, même si le projet aujourd'hui est un projet qui existait déjà il y a 15 ans et une commission s'y était penchée dans le détail, il viendra un jour où, sous la pression de l'exigence de l'opinion publique, sous la pression des médias, qui ne sont pas seulement un intermédiaire entre les choses et ceux qui veulent être informés, mais qui sont un pouvoir et qui veulent avoir une mainmise sur les choses, il arrivera indiscutablement un moment où cet enregistrement et cette diffusion auront lieu. Alors, il y aura non seulement ce qui se fait, ce qui se dit dans le cadre du procès à proprement parler, il y aura aussi le commentaire qui devra suivre pour expliquer, pour soutenir et pour continuer à défendre au-delà du prétoire qui, il faut bien le dire, n'est guère public aujourd'hui, même s'il l'est en théorie, puisque il y a si peu de gens de l'extérieur qui ne savent pas au juste ce qui s'y passe. Cédric, est-ce que tu veux réagir à ce que dit Jean-Yves? Est-ce que Jean-Yves nous entend ou pas? C'est dommage. Mais veux-tu réagir? Et après, nous, il y a sur le chat, il y a des questions. Si vous m'entendez. Non, je n'ai pas vraiment à ajouter à ce qui a été dit par Jean-Yves. Je suis assez d'accord aussi avec ça. Ensuite, il y a la situation, évidemment, qu'on n'a pas évoquée, mais le temps presse, de l'avocat qui s'exprime sur un sujet qui n'est pas son dossier. Alors là, c'est encore une autre affaire où on est en réalité plus ici sur la liberté d'expression de l'avocat. Et là, pour le coup, la déontologie, évidemment, doit être appréciée avec une plus grande rigueur encore, peut-être, parce que l'avocat n'est pas là en charge des droits de la défense, mais est plus invité, et ça se fait de plus en plus, pour donner un avis un peu général sur une affaire qu'il ne connaît pas bien. Et donc, dans ces moments-là, évidemment, l'avocat doit être encore plus prudent qu'il ne peut l'être dans l'exercice de sa mission et de la défense. Et puis un dernier point peut-être qu'on n'a pas forcément évoqué non plus, c'est que lorsque l'avocat s'exprime dans les médias au nom de son client, il est tout de même important, alors que dans le cadre de sa plaidoirie,
il a quand même eu le temps d'échanger avec son client sur les arguments, que les arguments sont quand même souvent techniques. Là, finalement, il se retrouve dans un certain nombre de cas sans avoir préparé avec son client les arguments à développer. Et donc, il faut être absolument d'accord que ce que l'on dit, c'est pour ça que la prise de parole est toujours très périlleuse, je trouve, être absolument d'accord que cela correspond très exactement à ce que le client souhaite. Parce que les médias, évidemment, vont très vite. Le journaliste, on peut vous appeler, les choses vont très très vite. Ça peut être à la sortie d'une audience, ça peut être à la sortie d'une instruction ou autre. Et là, il faut quand même avoir un peu travaillé les choses en amont, me semble-t-il, pour ne décevoir personne, c'est une évidence. Voilà les quelques points que je voulais ajouter par rapport à ce que l'on a dit. Solange, je veux rajouter, parce que sur l'hypothèse, moi, ce qui m'intéresse, Solange et Cédric et Jean-Yves, mais est-ce que Jean-Yves nous entend? Bref, c'est l'état d'urgence dans lequel se trouve l'avocat dans une affaire hyper médiatique. Sortir d'une garde à vue et le risque pénal en plus. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il est encore admissible qu'un procureur de la République poursuive un avocat pour ses propos au sortir d'une garde à vue dans un dossier très médiatique? Non. Moi, je trouve que non. C'est pas possible de l'avocat qui sort de garde à vue et qui répond en fait aux accusations qui sont dans les médias. Ce sont des accusations qui généralement, enfin, qui ne sont jamais venues évidemment de la personne qu'il défend ou de lui-même, puisque son client se fait accuser. Donc, il est face à une accusation médiatique, comme il est face à une accusation judiciaire, et il faut bien qu'il défende. Alors, après, sur la défense, ça, je vois que dans les questions, il y a est-ce que je peux traiter ça? Je pense qu'il y a une question qui est que penseriez-vous d'un tweet de la défense de cette teneur? Je demande le déport d'un bâtonnier soupçonné de conflit d'intérêts et de maître X, nommé, de la défense des parties civiles. Je trouve que là, on a manifestement un avocat. Moi, je ne connais pas le tweet, je n'en avais pas entendu parler avant aujourd'hui. Donc, on a un avocat qui cherche à prendre à partie l'opinion publique pour pouvoir asseoir sa position face au juge. Première réflexion, c'est que si je suis le juge, moi je suis énervée qu'on va y faire pression sur moi. Donc du coup, ça ne me donne pas envie de répondre dans le sens, enfin, j'ai plutôt du mal à suivre ce qui m'est demandé si j'ai l'impression qu'on cherche à m'appuyer, à me forcer. Bon, mais ça c'est psychologique et si je suis juge, j'espère aussi que je me détache de tout, pression contre pression, etc., pour juger juste simplement ce que je pense très bon. Ensuite, je demande le déport du bâtonnier soupçonné de conflit d'intérêts et de maître X. Si ce bâtonnier est soupçonné par d'autres que celui qui écrit et que tout, c'est-à-dire le juge, le procureur, on dit qu'il y avait un soupçon de conflit d'intérêts, pourquoi pas? Mais sinon, c'est pas comme ça qu'il faut rédiger le tweet. Il faut dire, je demande le déport du bâtonnier dont je trouve ou qu'on accuse de conflit d'intérêt. Et puis comme ça, on voit l'autre peut répondre, moi je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je trouve qu'on ne doit pas communiquer de manière médiatique dans le but de faire pression et en imposant une idée qui n'est que la nôtre. Et là, on ne se retrouve pas face à un avocat qui défend uniquement, mais face à un avocat qui attaque. Il faut beaucoup se méfier du moment où on sort de l'intérêt de la défense de notre client pour arriver simplement comme un cadre devant la scène médiatique. Oui, alors, moi, j'aurais juste peut-être ajouté un dernier point, c'est que, alors, moi, l'agacement du juge, bon, c'est pas quelque chose qui me pose problème. En revanche, je dois dire que l'avocat n'est pas là pour informer la presse. Et la frontière est compliquée. L'avocat qui sort de garde à vue, d'une garde à vue médiatique, et les journalistes l'interrogent, est-ce qu'il défend ou est-ce qu'il informe? C'est un problème. Or, les journalistes, et encore une fois, je les respecte beaucoup, mais les journalistes, souvent, font comprendre à l'avocat qu'il va défendre, mais en réalité, eux savent qu'il va informer. Et donc, créer cette forme de confusion. Et nous, il faut qu'on fasse attention à ça. On n'est pas là pour donner des infos aux journalistes.
On n'est pas là pour dire ce qui se passe dans les dossiers, on est juste là pour donner des éléments de défense. Voilà. Pour moi, c'est ça la limite. Oui, je suis tout à fait d'accord, Cédric. C'est très important. Je pense aussi qu'il faut savoir dire non à la presse. Car en réalité, ce que vient de dire Cédric est tout à fait intéressant et important, c'est-à-dire qu'il y a des interrogations de la presse qui sont en réalité des instrumentalisations. On veut, en tendant un micro, créer ce frisson médiatique qui va habiter ce jeune avocat qui se croyait inconnu et qui, tout à coup, va apparaître sur les écrans. On va utiliser cet intérêt pour lui poser des questions sur le fond du dossier. Et je pense que l'essentiel aussi, quand on communique, c'est de dire ce que l'on veut dire et non pas ce que l'on essaie de vous faire dire. Et que si, par exemple, au sortir d'une garde à vue, je rappelle au passage que l'avocat doit garder le secret sur la garde à vue et même sur l'existence de la garde à vue pendant toute la durée de la garde à vue. Alors évidemment, tout ça est un petit peu absurde et abstrait parce que il y a des gardes à vue qui sont tellement connus de tout le monde que garder le secret sur leur existence paraît complètement dérisoire. Mais, en revanche, savoir ce qui s'est dit, savoir quelles questions ont été posées, quelles réponses ont été apportées, ça, les journalistes qui sont à la sortie du local de police n'en savent rien et ils peuvent poser des questions concrètes. Et il faut savoir leur dire, écoutez, nous ne parlerons pas de ça aujourd'hui, je tiens simplement à vous souligner que ça, c'est pas si facile, car en réalité, la pression médiatique sur l'avocat consiste aussi à extirper de lui ce qu'il ne voudrait pas dire. Et disons-le, les avocats qui se laissent un peu déborder par ce questionnement un peu vif, car les journalistes ont été relativement polis et doux il y a longtemps, mais maintenant ça a quand même changé. Et l'avocat qui, au sortir d'une garde à vue, craque un peu, se laisse manipuler, j'ai pour lui à la fois beaucoup de compréhension, mais je pense aussi qu'il aurait dû réfléchir à la façon dont il allait s'exprimer, ne serait-ce que pour dire non. Merci beaucoup, Jean-Yves. Savoir dire non dans ce coup est un exercice assez compliqué. Et trois de bouteille. Il y a une question très intéressante qui est posée par Hamid Farage. Peut-être que notre intervention devant les médias dans ces conditions d'urgence doit rester uniquement sur la mission de la présomption d'innocence. Cela permettrait de respecter à la fois nos obligations déontologiques et aussi le respect du secret professionnel. Alors, Hamid Farage a complètement raison, mais invoquer le respect de la présomption d'innocence, nous l'avons fait récemment dans un dossier apparemment médiatique, c'est souffrir et subir des critiques et des uns et des autres sur les réseaux sociaux par le simple fait d'invoquer la présomption d'innocence, là où chacun croit la culpabilité du client à partir des informations diffusées dans la presse. Alors, c'est un dossier qui est la tenue en ce moment. Donc, cher Hamid, invoquer la présomption d'innocence peut paraître aussi parfois un exercice périlleux. Est-ce que Cédric Solange, vous voulez rebondir sur l'excellente intervention, l'excellent propos, l'appel à la prudence qui a tenu le Borgne? Non, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord. Et moi aussi, c'est extrêmement difficile d'être prudent, mais je crois aussi qu'il faut se rendre compte parfois qu'on n'a aucun risque à attendre un peu et qu'on peut en avoir à parler trop vite. Et puis que quand on sort de garde à vue, on va avoir une suite de dossiers avec des bras de fer parfois très durs avec un juge d'instruction et que malgré tout, ce sont les juges qui ont le pouvoir dans nos dossiers, pas les journalistes. Donc, parfois, attendre, et parfois trop attendre, est beaucoup moins grave que d'avoir parlé un peu trop rapidement. Et peut-être le seul point de mon expérience, c'est en fait, quand on sait que les journalistes attendent dehors, c'est réfléchir à une phrase très simple qui résume la situation sans violer les secrets
qui assure la défense sans méconnaître sa déontologie, et donner cette phrase et ajouter « je n'ai rien de craindre ». Ça, je trouve que c'est la sagesse, c'est le meilleur des conseils qu'on puisse entendre. Et par exemple, une petite déclaration et pas répondre aux questions parce qu'on se fait embarquer puis on est épuisé après une garde à vue, physiquement, moralement. Et donc, s'en tenir à ce qu'on a prévu, comme dit Cédric, c'est voilà. Merci beaucoup, Cédric Solange. Y a-t-il des dernières questions sur le chat que nos amis souhaitent poser? Alors, nous allons bientôt clôturer, mais je ne résiste pas à la tentation de donner la parole à Jean-Yves Le Borgne. Jean-Yves, si tu nous entends, le mot de la fin. Je pense que le mot de la fin, mais c'est pas moi qui vais le donner. Je vais reprendre ce qu'a dit Cédric, ce qu'a dit Solange, à juste titre. Réfléchir avant de parler. C'est pas compliqué, hein. Ma grand-mère me le disait déjà quand j'étais tout petit. On n'a pas besoin d'être avocat pour suivre cette règle-là. Mais j'ai trouvé extraordinairement judicieux ce que disait Cédric quand il dit quand on sait qu'il y a des journalistes dehors qui vous attendent, prendre le temps, ne pas sortir tout de suite et constituer sa réponse avant d'être au fond une sorte de victime passive, de journaliste qui pose toutes sortes de questions. Je pense que c'est ça l'essentiel. De même qu'avant de plaider, on réfléchit quand même pas mal à ce que l'on va dire, de même avant de sortir d'un commissariat ou d'un palais de justice, constituons cette petite phrase ou ces quelques petites phrases et n'allons pas au-delà. Il faut aussi savoir, dans le dialogue avec les médias, que c'est celui qui interroge qui a le pouvoir. Mais ils essaient de renverser la vapeur. Il faut savoir résister. Merci infiniment à Solange, à Cédric et à Jean-Yves pour leurs interventions tout à fait passionnantes et pertinentes de la vie de nos auditeurs et téléspectateurs. Voilà, peut-être effectivement un mot de conclusion. Je pense que la denrée la plus luxueuse aujourd'hui, précisément, c'est le temps dans toutes les matières. Et encore une fois, on en a la preuve à l'instant et je suis tout à fait sensible aux propos de Solange sur la nécessité parfois d'attendre. On est tous confrontés à ces questions, on se précipite, on est dans cette société de l'immédiateté, alors même que j'ai parfois envie de faire l'éloge de la lenteur. Merci en tout cas à tous pour vos interventions et je laisse Vincent vous dire un mot de conclusion. Un dernier mot, merci, un grand merci à tous nos intervenants. Savoir dire non et savoir résister, de règles essentielles. Et merci à Jean-Yves de nous les avoir rappelés avec insistance. Merci à tous.